Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Slate et Smart, dernière émission de la semaine en ce vendredi soir. Durant une heure avec mes deux invités, nous allons tenter de mieux comprendre l'actualité économique du moment. Et peut-être plus, on est encore cette première semaine de l'année 2021. Nous allons notamment nous intéresser aux anticipations 2021. Si vous êtes fidèle à l'émission, on le fait depuis lundi. Donc à chaque fois, je pose deux questions à mes invités. Leurs prévisions et leurs souhaits pour cette année qui commence, même si en 8 jours, elle a déjà réussi à être très riche en actualité cette année 2021. Et puis, dans la deuxième moitié de l'émission, on s'intéressera aux effets de la politique monétaire. C'est un petit peu, c'est pointu, tout ça. Est-ce que cette politique monétaire, très généreuse, expansionniste, comme on dit, est créatrice de bulles au sens bulle financière, bulle des actifs? On en parle évidemment, y compris pour le coup en ce début d'année 2021 avec la poursuite de l'explosion du cours de Tesla, du Nasdaq, des bourses en général, du Bitcoin évidemment. Voilà, est-ce que tout ça est la conséquence finalement de cette générosité entre guillemets des banques centrales aussi bien en Europe qu'aux États-Unis? Voilà, ça permettra d'aller dans plein de sujets. Mes invités ce soir, Hélène Botchon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste au sein du groupe BNP Paribas. À ma gauche, Thomas Jamet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez Media Brands France, qui est une agence de conseil média, donc à la fois conseil et achat d'espace pour être clair, d'espace sur les médias pour être clair pour les téléspectateurs. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Avant de vous demander vos anticipations 2021, telles que je l'évoquais, la petite sujet apéritif en préambule de l'émission autour d'une, non pas une interview, d'un petit discours du ministre de l'économie hier, dont le Figaro se faisait le compte rendu ce matin dans son édition. Le maire de Point, nous mettrons l'argent nécessaire. Bon, jusque-là, c'est pas très nouveau. Ce qui est effectivement un peu plus nouveau, quoique, enfin en tout cas dans sa bouche à lui, du ministre de l'économie, c'est qu'il nous annonce qu'il l'a dit devant l'Institut Montaigne, c'était hier. Je ne partage pas l'analyse de ceux qui pensent qu'après une année 2020 catastrophique, 2021 sera fantastique. C'est quand même les prévisions à date de son ministère, on en reparlera un petit peu plus tard. Je crois que le plus difficile est devant nous avec un virus qui persiste et qui mute. Plus de faillites, de destruction d'emplois et d'incertitudes politiques. C'est sympa en ce début d'année. S'il le pense, il a raison de le dire. Puis un petit clin d'œil de notre confrère du Figaro, Bertie Bayard, qui dit on va peut-être avoir le PLFR, le plus rapide de l'histoire, le budget rectificatif, donc effectivement le plus rapide de l'histoire, si le ministre de l'économie... comment dire, finalement, pense que ce sera peut-être pas aussi dur. Officiellement, je crois que la prévision de Bercy, elle est à plus 6, on y reviendra un petit peu plus tard. Est-ce que le ministre de l'économie a raison, s'il le pense, de dire le plus dur est devant nous sans aller sur le querelle de chiffres, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, Hélène. Il est probablement dans son rôle, oui, pour expliquer qu'il y a encore des difficultés devant nous. Et le fait est qu'il y a une forme de paradoxe dans les perspectives économiques pour 2021, où quand même, a priori, on s'attend à un rebond de l'économie, dans la mesure où après la chute historique... ce serait assez logique de faire un peu moins pire. Ce serait logique de faire moins pire et qu'il y ait au moins un signe plus devant le chiffre d'évolution de l'activité en 2021. Donc, a priori, les perspectives économiques sur le plan de la croissance, ça devrait être positif. Le débat, c'est à quel point ça peut être positif. Et en même temps, effectivement, et c'est les inquiétudes que pointe Bruno Le Maire, les craintes que l'on a sur l'envolée du chômage, l'envolée des faillites, la gestion par les entreprises de leur endettement plus élevé hérité de la crise. Donc toutes ces séquelles de la crise dont on ne mesure pas encore l'ampleur. Ouais. Celles-là, elles sont plutôt devant nous. Et celles-là, elles sont plutôt devant nous. Donc, on le savait, mais voilà, il aurait raison de le rappeler. Il aurait raison de le rappeler parce qu'on aura effectivement, et c'est pour ça que ce mot de paradoxe a son importance pour moi, on aura a priori certains indicateurs économiques qui seront très positifs et d'autres qui seront très négatifs. Donc il y aura une forme de contradiction entre les deux, et pourtant non, mais le fait est qu'on aura une situation peut-être encore compliquée à gérer, notamment parce que s'il y a une vague de défaillance, s'il y a une envolée du chômage, il faudra probablement encore apporter du soutien à toutes ces personnes qui seront encore en difficulté. Oui. Thomas Jamet, le ministre, alors il ne l'a pas dit en direct à la télévision, il l'a dit devant, globalement il savait que ça allait sortir évidemment, ce n'était pas non plus dans un cercle très 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 fermé. Si c'est, encore une fois, une espèce de discours de vérité, si c'est sa vérité, il a raison de dire le plus dur est devant nous, alors que globalement, les Français, on sait, ils commencent comme un peu
dans beaucoup de pays, à tirer un petit peu la langue face à cette situation. Je pense effectivement qu'après un an de quasi-fermeture du pays, on se retrouve effectivement à un moment de vérité, en fait, où les Français vont commencer à se rendre compte de tous les efforts qui ont été faits par le gouvernement. Pardon. Et puis aussi que les entreprises vont quand même être en situation, effectivement, notamment sur les liquidités, où ça va être extrêmement compliqué, effectivement, d'avoir cette approche-là. Et il a complètement raison, je pense. Alors, sur la publicité, ce qui est assez intéressant, qui est effectivement un secteur qui est assez représentatif également de l'économie française et assez avec une élasticité et une proximité avec des grands indicateurs, on se rend compte qu'on est dans des prévisions qui sont l'année prochaine effectivement très positives. Donc je vous rejoins, on aura un retour très positif, vraisemblablement, après l'année 2020 extrêmement difficile, catastrophique même. On est presque à plus 10% nous dans nos prévisions sur les indicateurs qu'on a. Donc je pense que c'est plutôt... Donc, des dépenses publicitaires des annonceurs sur les médias. Exactement, c'est ça. Avec une vraie effectivement accélération, donc il y a une reprise en V réelle. Donc on peut se rendre compte effectivement que les annonceurs, c'est ce qui s'est passé au Q4 2020, sont revenus massivement sur les antennes, dans la rue, etc. Surtout d'ailleurs aussi également aussi en télévision, en digital, beaucoup. Ouais. Donc il y a eu un besoin de reprise presque, je dirais, qui était sans commune mesure par rapport au Q4 de 2019-2018. Donc c'était un Q4 2020 qui était extraordinairement réussi pour l'industrie de la publicité. Alors pas dans tous les domaines, bien sûr, mais enfin il y a quand même eu une vraie reprise. Et je pense que voilà, ce à quoi nous prépare peut-être le ministre, c'est au pire, et peut-être qu'il y aura des bonnes surprises. Oui, et notamment, ce qui est intéressant, ce que vous disiez, Hélène, c'est cette coexistence entre des indicateurs qui vont être très positifs, des indicateurs macroéconomiques, chiffrés, et puis globalement, on sait que la situation sur le front de l'emploi, elle risque pas de s'améliorer de sitôt, elle va plutôt continuer à se détériorer pendant encore un an et demi, on ne sait pas. Effectivement, évidemment, les faillites d'entreprise, donc c'est cette coexistence avec des chiffres très forts et d'autres très, très négatifs que vous appeliez un paradoxe. Juste un mot là par rapport à le clin d'œil sur le budget rectificatif. Si effectivement on a un budget tel qu'il était prévu, qui peut-être encore un petit peu optimiste en deux mots, il va falloir le rectifier rapidement, vous diriez aussi ? Alors il sera rectifié si les hypothèses de croissance qui sont aujourd'hui celles du gouvernement devaient être changées, donc devaient être abaissées, puisque vous l'avez cité, le gouvernement attend aujourd'hui plus 6% de croissance en 2021. Et ça sera aussi rectifié si, on va dire, il y a de nouvelles mesures de soutien à l'économie qui sont introduites pour faire face à une croissance qui s'annonce moins forte que prévu. À ce stade, évidemment, c'est difficile à dire. Encore une fois, tout dépend de la situation sanitaire. Tout dépend de la situation sanitaire, exactement. Donc le plus 6% de croissance attendu par le gouvernement paraît tout à fait probable. On est dans les scénarios centraux, dans la moyenne du consensus, comme on dit. Donc ça paraît tout à fait atteignable. Après, sur l'hypothèse de déficit budgétaire qui est aux alentours entre 8 et 9%, donc c'est encore un déficit très important. Qui porte la trace des dépenses encore très importantes en faveur de la croissance, les mesures d'urgence et le plan de relance, exactement. Faudra-t-il en mettre plus ? Ceci dit, c'est ce que suggère Bruno Le Maire, si besoin. Et il y aura aussi cette, difficile transition à gérer, justement, entre les signaux de reprise, mais des difficultés persistantes. Comment retirer un peu de soutien à mesure que la situation va s'améliorer ? De toute manière, le soutien ne sera retiré que si la situation économique le permet. Oui. Ça veut dire donc amélioration, pas de sitôt. Mais en même temps, donc pas de sitôt. En même temps, il faut quand même cibler un peu plus parce que beaucoup d'argent a été mis sur la table. Le fameux quoi qu'il en coûte, mais il ne faut pas retirer trop tôt non plus parce qu'il y aura encore un certain nombre d'acteurs qui seront fragiles. Donc ça sera franchement pas... Il y aura l'équation compliquée, quoi qu'il y arrive, il y aura des ajustements, y compris au niveau du budget de l'État, à faire dans cette année. Il y a eu 4 budgets rectificatifs en 2020. Je suppose que c'était un record, ne pas être loin en tout cas, mais ça risque de se reproduire à nouveau en 2021. Allez, après les prévisions ou les craintes de Bruno Le Maire, maintenant les anticipations 2021 de mes deux invités tout de suite.
Je le disais en sommaire depuis le début de la semaine, et donc pour la dernière fois ce soir, je demande à mes invités de s'engager. Enfin, en même temps, on n'est pas sûr de prendre rendez-vous le 31 décembre 2021, mais quand même, avec leurs anticipations 2021, l'exercice, une prévision pour l'année qui vient de commencer. Une prévision, ça serait quelque chose de possible, voire de probable, et puis un souhait, à la limite plus personnel, qui peut être improbable, mais qui ne doit pas être totalement impossible, sinon effectivement on est complètement dans la science-fiction. Je commence par vous pour cet exercice ce soir, Thomas. Jamais votre prévision, voilà, pas votre souhait, on commence par la prévision pour 2021. Vous vous attendez à quoi ? Moi, je pense que l'émotion va être de plus en plus prégnante. Elle était déjà extrêmement présente ces dernières années. Hein. On avait vu effectivement des mouvements, que ce soit positifs ou négatifs, hein, d'ailleurs. Hein, Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière en fait, moi, je suis mon métier, hein, c'est de surveiller la technologie, de travailler les médias et puis d'essayer effectivement de faire passer des messages pour les annonceurs. Et on se rend compte que le monde, depuis l'avènement du digital, je dirais, il y a une sorte de vraie bulle d'émotions perpétuelles, permanentes, ne serait-ce que sur Twitter. Ouais, les gens sont à vif, quoi. Voilà. Exactement. On réagit fortement. Donc je ne fais pas partie des behavioristes qui pensent que s'il y a un effet direct et qu'il y a une sorte d'effet, je dirais, et que les médias sont responsables de cette émotion. Je pense au contraire que dans un monde qui est de plus en plus globalisé, dans lequel la technologie prend de plus en plus d'importance, eh bien d'une certaine manière, on retrouve notre humanité. Et que cette crise sanitaire terrible qu'on vit depuis maintenant plusieurs mois, presque un an, eh bien, d'une certaine manière, nous permet également de retrouver l'essentiel. Et je pense que cette émotion assez, je dirais, saine, va nous permettre d'avancer et de rebondir. Donc, on redécouvre, je dirais, nos fondamentaux. On redécouvre ce que c'est que les contacts humains. On a l'impression que tout le monde se dit, ah bah tiens, j'ai une famille, j'ai des enfants. Enfin, il y a quelque chose presque d'assez étonnant dans cette crise. Et je pense que ce que je mets derrière l'émotion, en tout cas, le pari que je fais, c'est que il y a du bon qui va sortir de cette crise, parce que je pense que on a, je dirais, mis entre parenthèses pendant trop longtemps une partie de nous-mêmes qui était, je dirais, cette partie extrêmement sensible. Voilà. Et je pense que d'un point de vue personnel, il y a des impacts positifs, alors, il y a des impacts négatifs. Après, l'émotion, voilà. L'émotion, c'est vaste. Hein. Les dingos à Washington, là, mais ils expriment une émotion d'une certaine manière. Hein. C'est ça, je pense que voilà. Donc ça va dans tous les sens. C'est ça. Donc il y a à la fois MeToo, qui est une émotion très positive, et puis il y a effectivement Washington de l'autre côté. Donc, on se rend compte d'une certaine manière que cette espèce d'ébullition perpétuelle qu'on a, que prophétisait d'ailleurs grand sociologue Michel Maffezoli depuis longtemps, hein, en parlant lui parlait du temps des tribus, dès 1988, avec, je dirais, dans son bouquin qui a fait date, en expliquant en fait que voilà, les grandes structures vont s'effondrer et que d'une certaine manière, on va retrouver une logique un petit peu clanique d'une certaine façon, avec des clans, avec cette logique, je dirais, d'appartenance. Mais pour vous, c'est pas une régression, vous le voyez de façon positive? Moi, je le vois de façon très positive, parce que je pense qu'on avait quelque chose qui était assez artificiel, qu'on appelait la modernité. On a l'impression du mythe du progrès. Voilà, le progrès, c'était forcément la croissance absolue tout le temps. C'était la science, d'ailleurs, maîtrisait tout. On a l'impression que voilà, on marchait sur la Lune, tout le monde avait des voitures, des frigidaires, etc. Donc c'est ça la croissance qui a été celle qui a accompagné les 30 Glorieuses, puis quelque part ce mythe de la modernité, qui s'est effondré à la fin des années 70, d'une certaine manière, avec un certain nombre de fractures culturelles. Hein, c'est effectivement c'est Woodstock, c'est mai 68 en France. Voilà, il y a eu à ce moment-là un certain nombre de choses qui se sont passées et qui ont fracturé cette modernité. Et on est entré, selon certains chercheurs, comme Michel Maffezoli par exemple, ou comme d'autres, comme Edgar Morin, dans ce qu'il appelle la postmodernité. C'est-à-dire en fait quelque chose qui détruit le mythe précédent. Et en fait, pendant cette espèce de clair-obscur là, jusqu'à 2020. Donc depuis 40 ans, depuis les années 80, depuis 2020, on est dans cette crise de... Voilà, on ferme une période, selon vous, on ferme un peu une... Exactement. Donc c'est ce qu'on dit, hein, c'est dans ces moments de clair-obscur que naissent les monstres. Donc c'est là où il y a effectivement des excès. Et l'excès fait partie aussi d'ailleurs de cette phase-là, je pense. Mais je pense qu'on arrive à la fin... alors c'est plus un souhait qu'une prévision là sur ce coup-là. C'est pas grave, on vous pardonne. Mais c'est quand même dans la prévision. Je pense qu'effectivement on va arriver à un nouveau monde. On dit toujours qu'on va essayer d'inventer cette nouvelle phase, cette nouvelle ère, etc. Mais qu'il y a un certain nombre de choses qui sont, on le voit bien depuis 6 mois, 9 mois,
complètement battu en brèche. Je veux dire, on n'est plus du tout dans la même réalité, c'est plus du tout les mêmes priorités. Donc, ne serait-ce que sur l'urgence climatique, par exemple, parce que tout le monde en a vraiment pris conscience. Ne serait-ce que sur l'importance et l'existence d'une vraie globalisation. C'est la première fois que le monde entier vit la même crise au même moment, en même temps. Donc, d'une certaine façon, je pense que cette émotion positive va nous permettre de reconstruire un monde en ayant gommé ou pris conscience d'un certain nombre de choses qui étaient, à mon avis, excessives ou qui étaient, qui font déjà partie du passé. Est-ce que vous partagez cet optimisme plutôt dans ce que vous exprimez, Thomas? Est-ce que vous partagez cet optimisme par rapport à cette espèce de retour je ne sais pas si c'est un retour, enfin en tout cas de monde plus de l'émotion avec les visions positives qui étaient liées à ça qu'évoquait Thomas Jammet? Oui, j'aimerais bien, oui, volontiers. Je partage effectivement un peu de positivisme, positivité, je ne sais même pas, j'ai un doute sur le mot tout d'un coup, mais de l'émotion positive, plus d'émotion positive, oui, volontiers. Ça, comme prévision, j'achète. Ouais, pour ma propre oui, alors prévision, maintenant à vous. Ouais. Alors, je vais rester dans mon domaine. La macroéconomie, c'est un peu N'hésitez pas. Plus sérieux. Et j'avais envie, en fait, de chausser des lunettes roses. On est en début d'année, on se souhaite la bonne année et tout ça. Et donc, avec ces lunettes roses, ce serait pour prévoir, par exemple, une croissance économique à plus 9% cette année, après moins 9% attendu en 2020. On n'a pas encore les chiffres complets, mais a priori, voilà, la contraction de l'année dernière. Donc, vous nous dites, et si on ne faisait pas mieux que prévu en termes de rebond, a fortiori par rapport à ce qu'on disait en début d'émission, le plus 6. Oui. Après, tout ça, c'est des chiffres. Enfin, on imagine que derrière, il y a une réalité, évidemment. C'est exactement cette idée. Alors, sachant que je précise tout de suite que ce n'est pas notre prévision officielle, je suis dans le consensus autour de plus 6%, mais c'est exactement ça. Et si c'était plus positif qu'attendu, alors c'est assez Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit plus positif qu'attendu dès cette année? Comme d'habitude, un jeu d'hypothèses favorables. On l'a déjà évoqué, c'est l'évolution de la situation économique est encore très tributaire de l'évolution de la situation sanitaire. Mais supposons qu'on arrive à reprendre le contrôle plus rapidement de la pandémie grâce à une campagne de vaccination réussie. Qui deviendrait efficace, oui. Voilà. Il faut y Sachant croire. qu'elle n'a pas lieu qu'en France, c'est vraiment partout dans le monde aussi, c'est ce que vous disiez aussi. Il y a plein de choses qui se passent en même temps, c'est assez, c'est assez inédit. Donc, une campagne de vaccination réussie qui redonne de la confiance et de la visibilité et qui permettent naturellement de lever plus rapidement que ce qu'on attend les différentes mesures de confinement qui persistent, donc réouverture des restaurants, de tous les lieux publics, et on retrouvera tous les contacts qui nous manquent tant. Donc, excusez-moi, pour essayer d'être, par exemple, dans vos provisions classiques, habituelles, est-ce que vous factorisez une date d'ouverture des restaurants? Est-ce que dans votre plus 6 que vous évoquiez officiel, vous aviez, par exemple, n'importe quoi, pour essayer de bien comprendre, vous vous étiez dit, bon allez, retour à une vie normale à peu près, je sais pas quoi, 15 mai, et puis, et que là, vous dites, peut-être que si c'était 15 mars, parce que ça marcherait mieux, on peut gagner... alors après, c'est les effets colossaux, donc on peut gagner 2 points de plus ou 3 points de plus. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et en fait, il y a même un indicateur que j'utilise très précisément depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, l'INSEE, en fait, tous les mois, nous donne une estimation du pourcentage de fonctionnement de l'économie par rapport à son niveau normal. Ouais. En avril, au pire de la crise, elle avait estimé une chute instantanée de l'activité de 30%, donc on fonctionnait à 70% de la normale. En novembre, elle a estimé qu'on était à 88%. Après, moins 12. Moins 12. En décembre, un léger mieux estimé, on n'a pas encore les chiffres définitifs, mais on était à 92%. Selon l'évolution de la situation sanitaire et les informations que l'on a des mesures en matière de confinement, est-ce qu'on prolonge, est-ce qu'on allège et tout ça, cet indicateur-là, on le fait monter ou on le fait descendre. Ouais. Et évidemment, quand il monte, ça génère mécaniquement de la croissance parce que vous revenez petit à petit à une situation normale. Et toute la question, c'est à quelle vitesse on va grimper ces dernières marches, revenir au fameux 100% de niveau d'activité normale. Et on pourrait imaginer, c'est un scénario optimiste, pas complètement impossible, mais quand même assez optimiste et peu probable, qu'à la faveur de la campagne de vaccination, on y arrive plus vite à ce retour à la normale. Et j'ajoute à ça encore des mesures, on va dire macroéconomiques, on ne se refait pas, les effets des mesures d'urgence et les effets du plan de relance qui,
en même temps que, on va dire, la situation sanitaire s'améliore plus rapidement, on retrouve de la confiance et les fameux esprits animaux. Tout ça pourrait, donner lieu à un cocktail très Alors, positif. excusez-moi, d'habitude, esprit animaux, On va dire la volonté d'agir, de consommer, de dépenser, d'investir, de se déplacer. Ce que vous disiez aussi, en fait, un peu nos deux D'accord, prévisions ok, se rejoignent. je ne en connaissais quelque pas sorte. cette expression Voilà, pour donc, évoquer ça. il y a effectivement comprends. un certain nombre, il y a un jeu d'hypothèses assez importantes, mais voilà, c'est du domaine du possible. Donc, Est-ce qu'il faut que ça soit également, j'imagine que oui, mais dans les pays autour, parce qu'on n'est pas tout seul, donc effectivement pour la croissance française, on est quand même si on n'est pas exportateur comme les Allemands, on est quand même un petit peu exportateur, et puis globalement, tout le monde se soutient, le confinement complet en Grande-Bretagne, bon, même s'ils sont sortis de l'Union Européenne, ça reste quand même un partenaire important, les Allemands qui prolongent comme nous, voilà, tout ça, ça va jouer aussi, effectivement, c'est pour ça que vous disiez que le succès de la campagne de vaccination, il doit être global, c'est pas uniquement que dans les frontières de l'Hexagone. Oui. Vous disiez tout à l'heure, amusant, parce qu'effectivement, Plus 9 nous dit, avec ses lunettes roses, qui ne sont pas officielles, la preuve, elles ne sont pas chaussées. Hélène, vous nous disiez Plus 10, vos anticipations chez Mederbrands pour la reprise Tout à fait. des dépenses d'investissement média. Donc on est dans le même genre de scénario optimiste. Oui, mais je pense effectivement que en additionnant un certain nombre de si, alors bien sûr, il faut que la campagne de vaccination fonctionne, voilà, bon, ça c'est le préalable et la base de tout. Mais voilà, le 1er janvier 2021, on est entré dans les années 20. C'était pas en 2020, c'est toujours en 2021 ou en 2011 qu'on rentrait, par exemple, en 2001 qu'on rentrait dans le 21e siècle. Donc c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Et je pense que c'est intéressant qu'on se rejoigne sur cette prévision optimiste, parce que je pense que on peut retrouver effectivement un vrai désir de vivre ensemble. Je pense qu'après, c'est intéressant, hein, cette idée d'animalité, d'ailleurs, ce côté extrêmement, je dirais, tactile même, des choses qu'on ne peut plus faire. Et dans nous, en Français, c'est presque encore plus compliqué peut-être que pour d'autres cultures. Mais je dirais que ce que Girard appelait le désir mimétique, il y a aussi cette idée-là dans la publicité. C'est pour ça que je fais le lien avec mon métier. C'est qu'on a toujours envie de consommer, on a besoin de consommer, on a envie d'acquérir, ça fait partie sans doute économiquement, hein, de ces esprits animaux, de cette espèce d'envie-là, je dirais, et que macroéconomiquement comme individuellement, ou par cellules, qu'elles soient familiales, de gens qui veulent se retrouver, il y a plein d'histoires, hein, d'amoureux qui sont, un qui est coincé en Australie, l'autre en Turquie. Enfin, je veux dire, le moment où cette situation s'arrête, je pense qu'il va y avoir une sorte de boom ultra positif de consommation et de ce que certains aussi appellent la consommation, c'est-à-dire presque une sorte d'excès. Donc c'est aussi cela que je disais quand on parlait d'émotion, parce que on va se retrouver avec sans doute, c'est ce qui se passait d'ailleurs, hein, dans certaines, quand à la fin des épidémies de peste au Moyen-Âge, il y avait des orgies et vous voyez, les gens buvaient dans la rue. On l'a un peu vu au milieu de l'année, 2020 pour le coup, voilà, effectivement, on a eu un très fort rebond macroéconomique dont on comprenait l'origine, parce qu'effectivement, on a tous vécu... tous envie de retourner effectivement au restaurant, de revoir ses amis, mais je pense que voilà, on aura cette part d'animalité en nous qui va effectivement de manière très positive et négative aussi, parce qu'il y aura un côté excessif, mais je pense qu'on peut être relativement confiant si la campagne de vaccination, effectivement, se passe. Cool, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, tant mieux. Enfin, en tout cas, c'est vos prévisions dans vos domaines plus ou moins respectifs, mais la direction est commune. Allez, maintenant un souhait, Thomas. C'est tout à fait lié, c'est qu'on puisse voyager à nouveau, parce qu'on a l'impression que le monde est bloqué. C'est comme si... Voyager, alors au sens voyager en avion, parce qu'on peut voyager en train et en voiture en France. Là. Non, mais je dirais entre les un pays. peu plus loin, entre les pays. Vous parliez tout à l'heure, l'exemple de l'Angleterre est frappant. On a une île qui est coupée du monde, on a l'impression d'être dans une maison et que toutes les portes sont fermées, que chacun est dans sa pièce et qu'on peut pas échanger. Donc moi qui fais partie d'un groupe international, c'est même si le télétravail a extrêmement bien fonctionné et que on a réussi, et puis c'était déjà le cas avant, on s'était déjà préparé depuis longtemps. Donc cette crise a accéléré un certain nombre de nouvelles pratiques qui vont rester d'ailleurs. Donc je pense qu'il y aura certainement moins de voyages d'affaires ou autres, mais c'est pas de ça dont je veux parler. Ce dont je veux parler, c'est effectivement des échanges qui sont essentiels, ne serait-ce que pour la culture. Les festivals de musique, par exemple, de cet été en France, ne pourront certainement pas accueillir d'artistes étrangers si les frontières rouvrent pas rapidement. Donc si la campagne de vaccination rouvre pas rapidement, c'est pas que les artistes, c'est les techniciens, c'est les
visas. Donc on se rend compte en fait que dans ce monde globalisé qu'on a construit, eh bien maintenant il faut aller jusqu'au bout. Il faut retrouver cette capacité de voyager. Et c'est vraiment le souhait que j'ai, parce que je pense que tant qu'il n'y a pas ça, on n'aura pas cette reprise. Je pense qu'elle elle peut pas être uniquement locale. Il faut qu'elle soit régionale, il faut qu'elle soit mondiale. Et il faut qu'elle profite aux échanges ou qu'elle profite des échanges dans les deux sens. Ouais. Un commentaire, Hélène, sur est-ce que le souhait est partagé? Et après, on viendra au vôtre. Le souhait est partagé, effectivement, et ça fait le lien avec la prévision que l'on a en tête, cette envie de... Oui, il faut que tout reprenne, globalement, dans ce que vous évoquiez. Ça peut pas... Ça se fait et je crois assez à l'idée... Des stations de ski aux avions, en passant par... je crois assez à l'idée que dès lors que la situation sanitaire le permettra, qu'on pourra enlever le masque et circuler comme avant, qu'une forme de soulagement, de grand ouf, amènera les gens à bouger à nouveau et à traverser les frontières. Et à traverser les frontières et à faire, je sais pas, une grande fête, mais effectivement, ce que vous évoquiez. Donc, une fois encore, c'est probablement une vision assez optimiste. On pêche par excès d'optimisme, mais... Après, la confiance entraîne la confiance. C'est un petit peu aussi, j'avais cette formule-là en tête. Confiance plus relance égale croissance. Alors, c'est un peu facile, mais vous voyez, c'est un peu ces trois mots-là qui sont au centre du jeu aujourd'hui. Et la confiance d'abord. Et on en revient à la situation sanitaire. On boucle le truc. On le boucle, mais on ne termine pas parce que il nous reste un souhait, donc 2021, qui est le vôtre, alors, Hélène. Alors, c'est plus un vœu, en fait. D'accord. Mais bon. C'est pas très loin, Je joue sur les mots. Donc 2021 soit l'année du climat, dans le sens où il faudrait vraiment qu'on passe à la vitesse supérieure, je sais pas, qu'on sonne le branle-bas de combat général pour aller beaucoup plus vite sur ce qui est déjà engagé. Il y a déjà vraiment pas mal de choses, de chantiers qui sont engagés en France et ailleurs dans le monde, au niveau européen. Mais voilà, comment faire en sorte pour aller plus vite ? Pour reprendre une expression, on va dire politique, qui l'avait desservi, mais comment faire en sorte d'inverser, ou au moins d'infléchir la courbe du réchauffement climatique. En fait, je fais écho à l'inversion de la courbe du chômage, mais donc là, l'idée, c'est comment faire en sorte d'infléchir plus rapidement, vraiment, à courte échéance, cette courbe du réchauffement climatique. Alors cette année, on a une COP, encore la numéro 26. Ça pourrait être l'occasion au moins, je dirais, d'accroître la pression sur les engagements des uns et des autres. Alors, il y a eu un certain nombre d'engagements récemment. C'est-à-dire que l'Europe, en décembre dernier, a décidé à passer à moins 55, l'objectif 2040, au lieu de moins 40... non, l'objectif 2030, pardon, au lieu de... Enfin, en tout cas, tout d'un coup, alors, je me souviens plus précisément, mais l'idée, c'est qu'on est plus ambitieux. Voilà, on est plus ambitieux. Ça a été décidé en novembre, donc c'est tout récent. Il y a l'hypothèse... Il y a la probable retour aux États-Unis dans les accords de Paris. Les Anglais, quasiment une des premières décisions de Boris Johnson post-Brexit, c'était quelques jours avant, ça a été d'annoncer l'interdiction des voitures thermiques en Grande-Bretagne en 2030. Donc c'est demain, dans 9 ans. C'est quelque chose qui n'est pas du tout envisagé dans l'Europe à date. Il n'y a pas de... On parle de 2040, mais il n'y a rien d'acté. Donc effectivement, pour le coup, c'est ce genre de décision très volontariste. Vous dites qu'il en faut plus pour marquer... Il en faut plus parce que moi, ce que j'entends, c'est engagement, accord, c'est pas action concrète. Voilà. Et alors certes, tous ces propos sont très généraux, mais comment faire effectivement en sorte pour aller plus vite dans la rénovation thermique, dans l'aménagement du territoire, des villes, dans le changement profond de nos modes de consommation, d'alimentation et de production. Et en fait... Vous dites en France ou partout ? En France et partout, mais parlons, on va dire, voilà. D'accord. Oui, parce qu'à l'échelle de la planète, en fait, la France, elle est plutôt exemplaire d'ailleurs, et le problème, il est plutôt dans d'autres pays. Il est plutôt dans d'autres pays, effectivement. Mais c'est vraiment l'addition, en fait, de toutes les décisions et de tous les comportements qui fera masse. Et pourquoi pas, genre, bonne résolution de l'année 2021, se demander tout un chacun, chaque jour, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour le climat ? Genre... habituellement, je vais en voiture pour aller à mon cours de danse. J'y vais en vélo, si c'est faisable, bien évidemment.
Pour ça, Enfin, voilà. manifestement, il y a un Plein engouement du vélo. d'exemples comme ça, mais Non, mais là- à Paris, je crois que, en tout cas à Paris, peut-être dans le grande ville, mais accélérer, c'est non, mais sensible. accélérer notamment effectivement sur le déploiement une- des pistes cyclables, qu'elles ressemblent effectivement à quelque chose, et partout en France pour le coup. Enfin bon, bref, donc c'est un peu utopique hein, tout ça, mais il y a quand même urgence à aller plus vite. Souvent on dit il y a urgence à ne pas se hâter. Non, là il y a urgence à se hâter, et à la limite voilà que tout un chacun, parce que vous l'avez signalé, il y a eu l'année dernière. Il y a eu sûrement une prise de conscience, en tout cas, il y a un développement de la conscience. Qui prend de l'ampleur. Donc profitons de ça pour agir plus concrètement encore et dans notre vie quotidienne à tout un chacun. Voilà. Et des petits trucs. Et je crois bien... Alors, dans votre vie quotidienne, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez changé ces derniers temps et qui contribue, enfin, en tout cas, tout ce que je peux faire à pied, je le fais à pied. Parce que, on va dire, j'ai la chance d'habiter dans une ville avec les commerces de proximité qui me le permettent. Et ce que je veux dire, c'est que vous le faisiez moins avant. J'essaye petit à petit d'ajouter des choses comme ça. Mais c'est pas facile non plus. Je veux pas du tout dire effectivement que c'est facile. Le chantier est immense et d'une grande complexité. Mais voilà. Et si Thomas, est-ce que vous arrivez à changer des habitudes quotidiennes vous concernant dans cette direction? Oui, bah effectivement, la marche à pied, c'est sûr que moi je prenais jamais ma voiture à Paris. C'est aussi pour les bouchons d'ailleurs, mais aussi pour des raisons, je dirais, écologiques et de consommation, parce qu'effectivement, je pense qu'on a des transports en commun qui fonctionnent très bien. Donc voilà, je dirais que c'était quelque chose qui était déjà, moi, de mon point de vue, un peu ancré dans mon quotidien. Mais je vous rejoins sur le fait que ce souhait, ce vœu est essentiel. Parce que ce nouveau monde dans lequel on entre, cette nouvelle ère, ce nouveau cycle, ces années 20 dans lesquelles on entre, ne peuvent exister que si on a tué les démons du passé. Et voilà, il ne faut plus on n'est plus dans les années 80, là, donc il y a cette prise de conscience qui n'existait pas avant. Et encore une fois, cette prise de conscience va dans le sens de la destruction de cette modernité triomphante qui a rendu son dernier souffle avec la crise du Covid. Donc, dans cette postmodernité qui s'annonce, dans laquelle on était entré petit à petit, mais là qui s'est invité sur la scène internationale et dans les foyers du monde entier en même temps, c'est la première émotion mondiale. Il y a eu quelques émotions mondiales avant, il y a eu qui étaient liées d'ailleurs aux médias. L'homme qui marchait sur la Lune, la mort de Lady Di, la mort de Michael Jackson, par exemple, ça a été des émotions mondiales instantanées. Mais là, ça a été vécu, je dirais, dans la chair de tous les individus du monde entier en même temps. Et je pense que cette crise sanitaire porte en elle le germe d'un changement, et je pense que ce changement va amener des actions. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une prise de conscience qui commençait à monter, on l'a vu à bien des égards, mais d'un point de vue individuel, on a tous été forcés de faire des efforts, et je pense que ces efforts vont perdurer. Restez avec nous, on marque une courte pause, on se retrouve dans un instant, on va parler de bulles. Retour dans l'A.T. Smart. Merci de nous rester fidèles dans cette deuxième partie de l'émission. Nous allons parler de bulles financières et éventuellement de conséquences de la politique monétaire. La politique monétaire fait-elle des bulles? Voilà, j'ai intitulé ce débat de façon comme ça provocante. Pourquoi? Alors, on en parle tout le temps, mais encore en ce début d'année 2021, qui n'a pourtant que 8 jours maintenant. On a eu de nouveaux records, on a eu des bulles qui ont continué. Toujours les mêmes, les bulles notamment financières sur un ensemble d'actifs financiers, notamment d'actifs boursiers. On a appris, regardez cette dépêche de l'AFP hier soir, où ce matin, Elon Musk, le patron du constructeur de véhicules électriques haut de gamme Tesla, s'est hissé au rang d'homme le plus riche du monde grâce à l'envolée des actions en bourse. Les siennes, donc, de Tesla, devançant Jeff Bezos, donc le patron de Amazon. Alors, Tesla n'est pas plus gros qu'Amazon, mais comme la participation d'Elon Musk dans Tesla est significativement plus importante que celle de Jeff Bezos dans celle d'Amazon, il est plus riche. Regardez ce chart. Là, c'est un commentateur de Wall Street qui nous dit Tesla, ça c'était hier soir. Donc, hier soir en bourse, Tesla just passed Facebook. Donc, Tesla est plus gros en bourse que Facebook pour devenir la 5e plus grosse compagnie aux États-Unis en termes de valorisation boursière. Avec donc hier soir à la clôture, ce soir, je ne sais pas, mais hier soir, c'était 765 milliards de capitalisation boursière, alors que c'était que 85 milliards il y a un an. Ça, c'est donc pour Tesla. Réaction d'Elon Musk hier soir à cette information. How strange.
Voilà, rien de plus. How strange. Alors, voilà, regardez. Il réagissait à un tweet de propriétaire de Tesla de Californie qui relayait cette information comme quoi il était le plus riche du monde. How strange. Et par ailleurs, quelques minutes ou non, quelques heures plus tard, il nous dit, by the way, je suis toujours ouvert aux critiques et en tout cas au retour. Le critical feedback is always super appreciated, as well as always. Et également, il cherche également des moyens de donner son argent. Regardez, as well as ways to donate money that really make a difference. C'est-à-dire qu'il dit, donnez-moi des idées pour donner mon argent, des usages qui font la différence. Way harder than it seems. Il dit que c'est pas si facile que ça. Il est dans la provocation, ce monsieur, parce qu'effectivement, quand on pèse 200 milliards de dollars, globalement, il peut donner un peu sans que ce soit trop compliqué. Et puis, dans les bulles, et puis ça va lancer le sujet, regardez, on en a parlé très régulièrement dans l'émission tous ces derniers mois, toutes ces dernières semaines, le Bitcoin. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on en parle, ça a doublé par rapport à la fois précédente où on en a parlé. On a passé hier les 40 000 $ du Bitcoin. Les 30 000 $, c'était juste quelques jours plus tôt. Et les 20 000 $, ça devait être mi-décembre. Donc, vous voyez, on est quand même dans une accélération absolument dingue de la valorisation du Bitcoin. Ce même observateur de Wall Street qui a fait son petit sondage sur Twitter avec un peu moins de 10 000 votes ce matin quand j'ai fait cette capture d'écran. À 40 000 $, le Bitcoin est sous-évalué 31%, bien évalué 9%, surévalué 18%, une bulle, c'est-à-dire surévalué quand même 41%. Est-ce que tout ça, c'est lié à la politique monétaire, pour ramener mon sujet des bulles financières à quelque chose de entre guillemets plus sérieux, même si tout ça est très sérieux. Est-ce que c'est la générosité, la planche à billets, pour résumer de façon un peu symbolique, activée de façon intense par les banques centrales, notamment la Banque centrale des États-Unis, mais également c'est pareil en Europe, à l'occasion de cette crise, mais ce n'était pas le début, ce n'est pas la première fois, qui globalement qui fait enfler ces bulles, ces actifs financiers. Il y en a d'autres, mais ceux-là, c'est les plus symboliques, les plus significatifs, Hélène. Alors, je vais me permettre, avant de répondre à cette question, en fait, de réagir, de donner une autre illustration, je crois, de la flambée du cours boursier de Tesla. J'ai vu passer ça, je crois, en fin d'année. Sa valorisation boursière équivaut à la valorisation boursière de tous les constructeurs, de tous les autres constructeurs automobiles. Donc vraiment une évolution tout à fait étonnante. Alors sur la question qui nous est posée, la politique... Alors que Tesla, encore une fois, n'a produit que 500 000 voitures, ce qui est pas mal, mais effectivement, quand les principaux en produisent plutôt 10, 11, 12 millions par an. Ouais. Il y a un vrai engouement. Donc la politique monétaire... Et surtout x7 ou x8 dans l'année. C'est-à-dire que voilà, c'est dingue, quoi. La boîte valait 85 milliards au début de l'année 2020. Elle vaut plus de 700 milliards hier soir. Enfin, aujourd'hui encore. Alors, quelle est l'influence de la politique monétaire là-dedans ? Il y en a une. Donc, à votre question, la politique monétaire fait-elle des bulles ? Je répondrai, on va dire, par l'affirmative. Mais il y a quand même, la question est vaste et elle est compliquée parce qu'il y a quand même beaucoup de facteurs à l'œuvre dans ces valorisations boursière. Alors Tesla, c'est caricatural, mais toute la technologie globalement a fortement progressé cette année. C'est amusant parce que effectivement, on voyait le graphe de Tesla qui rattrape Facebook, mais c'est pas comme si Facebook avait baissé. Facebook a quand même dû faire 30 ou 40% de progression sur l'année. Et malgré ça, comme l'autre il a fait x8, effectivement, il a quand même doublé Facebook hier en valorisation boursière. Tout le Nasdaq, toutes les valeurs, et notamment les plus grosses valeurs technologiques, ont progressé de façon très forte. Je crois qu'il y avait aussi de bonnes raisons compte tenu du confinement. L'essentiel de la progression du Nasdaq, du Dow Jones et des indices boursiers, alors en tout cas côté américain, vient de la progression des cours boursiers, alors type Tesla et GAFAM, les mastodontes, on va dire, des réseaux sociaux, Google, Amazon, etc. Donc il y a quand même une concentration de la progression des valorisations boursières. Un côté peut-être un peu moutonnier, c'est-à-dire tout le monde achète la même chose en bourse. C'est manifeste. Alors ça, je ne j'irai pas jusque-là. Volontairement, enfin, c'est pas un sujet que boursier, et puis volontairement, je voulais poser cette question à des professionnels qui n'étaient pas d'abord des professionnels des marchés financiers et de la bourse, précisément pour avoir une vision un peu extérieure, avec des regards encore une fois complémentaires. Donc il ne s'agit pas que de parler effectivement PER, parce que Tesla c'est n'importe quoi, un PER de 1200, mais c'est la perception de qu'effectivement on a quand même des trucs un peu dingues qui arrivent, avec des inflations d'actifs financiers, manifestement, qui sont
peu en décalage avec les situations économiques globales des pays. Il y a deux mots, enfin deux expressions qui me reviennent à l'esprit. Les esprits animaux que j'ai déjà évoqués tout à l'heure. En fait, ça marche aussi. Ouais. On est complètement là-dedans, sachant que un des objectifs d'une politique monétaire en général et de celle qui est pratiquée en particulier, on va dire, en ce moment et depuis en fait la grande récession de 2008-2009, c'est justement de stimuler ces esprits animaux, la prise de risque et les effets richesse. Et quand je dis effets richesse, c'est-à-dire en fait soutenir les actifs financiers, amener les gens en fait à investir dans des actifs risqués et à se détourner des actifs non risqués. Parce que qui dit prise de risque dit investissement, enrichissement, croissance, etc. Donc ça, c'est le schéma. Donc quelque part, que la politique monétaire contribue plus ou moins directement à ces valorisations boursières importantes, c'est un effet indirect. Effet collatéral. C'est un effet collatéral qui est censé participer de son objectif général de soutenir la croissance pour avoir plus d'inflation. Mais elle n'est pas non plus toute seule responsable, je pense, bien sûr, ces valorisations. Et l'autre expression qui me vient à l'esprit, c'est le terme d'exubérance irrationnelle. J'ai l'impression qu'on est complètement là-dedans. Je ne suis pas spécialiste des marchés boursiers, mais cette idée qu'il y a une exubérance, ça paraît évident, vu les niveaux des cours boursiers atteints par certains groupes et qui n'est pas forcément appuyé par les fondamentaux. Et le fait est que l'évolution des cours boursiers l'année dernière, alors qu'on a une pandémie mondiale, un choc récessif massif, enfin des économies qui sont dévastées, et les cours boursiers, alors... Oui, parce qu'on dit que la bourse, elle se projette à 5 ans, à 10 ans, et qu'elle anticipe. Mais quand même, il y a un décalage, je ne m'en suis pas encore remise, et qui me perturbe beaucoup. Donc, on peut y voir, oui, un effet de la politique monétaire, parce que la politique monétaire, elle a fait son boulot en essayant de soutenir la croissance. J'y verrai aussi un effet des mesures de politique budgétaire. Et ça fait exactement le lien avec ce que vous venez de dire, avec toutes les mesures de soutien budgétaire qui visent à soutenir l'économie. Les marchés boursiers, ils voient ça et ils se projettent, ils se disent ça va aller mieux demain, entre guillemets. Donc les marchés boursiers chaussent leurs lunettes roses comme vous tout à l'heure dans vos prévisions. En fait, oui. Et j'ajouterais peut-être encore un autre élément, la politique, même deux éléments. Le facteur transition écologique, énergétique, avec l'engouement. Tesla, c'est quand même des véhicules électriques qui sont joli, a priori. Après, on peut en discuter, mais il a super bien réussi son coup. Ah non, mais que ce soit une réussite formidable, il n'y a pas de doute. La question, c'est est-ce que ça vaut 700 milliards. C'est juste... Ça, je ne saurais pas dire. Ou alors, on se projette à très très loin. Mais supposons que demain, on est tous dans des véhicules électriques. Il a démarré avant tout le monde, avec des véhicules qui ont l'air robustes et jolis. Ça répond à la demande, donc il y a un engouement. Donc il y a ce facteur quand même, transition énergétique et peut-être un aspect aussi, de la politique concurrentielle ou industrielle. Alors aux États-Unis en particulier, avec l'énorme poids acquis par les GAFAM, et qu'on peut imaginer que si chaque acteur n'était pas aussi prédominant, il n'aurait pas la valorisation boursière qu'il a. Bon, voilà. Donc, il y a une influence de la politique monétaire. Ça paraît... alors j'ai un peu d'hésitation parce que la matière est complexe. Donc, il y a une influence de la politique monétaire probablement, mais plein de choses d'autres. Ouais. Thomas, comment vous analysez ces bulles? Est-ce que vous pensez que c'est des bulles? Est-ce que c'est des bulles? Alors après, la bulle, elle peut continuer à grossir, elle n'est pas obligée d'éclater. En tout cas, elle n'est pas obligée d'éclater à court terme. Est-ce qu'il y a une dimension par rapport au fait que manifestement, en tout cas, là pour le coup, les professionnels le disent, et donc on lit quand même beaucoup que manifestement, il y a quand même une concentration des achats sur un certain nombre de valeurs qui de fait sont des marques. C'est pas un hasard. Et même le Bitcoin, on a l'air de dire que c'est une marque. Le Bitcoin, c'est l'or des millennials. Donne-t-on aujourd'hui comme parmi les explications, c'est-à-dire que c'est la valeur refuge par rapport, on ne va pas rentrer dans le détail, mais que c'est pas possible à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, quand on a un peu d'argent, quand on a la chance d'en avoir, d'acheter de l'or. En revanche, acheter du Bitcoin, c'est parce que c'est le truc de grand-père, acheter du Bitcoin. Il y a une dimension marketing quand même dans tout ça, c'est les marques. Alors, aussi. Oui, tout à fait. Je rejoins tout à fait quand vous parliez d'irrationnel tout à l'heure. Mais c'est l'irrationnel qui guide le monde dans tous les cas. Encore plus quand on retombe sur vos émotions tout à l'heure. Encore plus quand on parle effectivement de valorisation boursière ou même d'ailleurs de fluctuation boursière tout simplement. Parce qu'en fait, on voit très bien que la bourse réagit toujours de manière extrêmement rapide à tous les événements qui n'ont rien à voir avec des facteurs financiers. Donc, ce que je pense à la fois pour le Bitcoin et pour Tesla, c'est que c'est pas des entreprises, c'est même plus que des marques.
c'est des projets. Mm. C'est des projets de changement de société total. Le Bitcoin, c'est une perspective de se dire, et si on faisait table rase, et si ou qu'on renversait la table, et qu'on réinventait complètement la manière à la fois de mettre de l'argent de côté, à la fois on réinvente la finance. Si on ne dépendait plus des banques centrales, Voilà, si on ne dépendait plus des États, c'est un projet libertaire au départ. Hein. Exactement. C'est un projet politique. C'est un projet politique, de la part et c'est un projet de opt-out, en fait. Mm. On sort du système. On invente nos systèmes, on sort du système, et il y a quelque chose, effectivement, qui est lié. Mais c'est en train d'être récupéré quand même par le système. Parce que ce qui nourrit aussi, au début, c'était effectivement un mouvement très digital, libertaire, un peu dark web sur les bords, avec plusieurs formes, effectivement, de monnaie virtuelle, dont Bitcoin. Voilà. Mais là, c'est devenu, effectivement, pour moi, l'exemple frappant de ce besoin de changement et de cette nouvelle ère. Voilà. Est-ce que ça va perdurer? Ça a l'air de tenir. Hein. Le sondage tout à l'heure est assez intéressant de voir tout ça. Ce que vous nous dites, c'est pas les tulipes, les fameuses tulipes des Pays-Bas, où là on était dans une bulle parce que c'est pas un changement de société, les tulipes. Là, c'est autre chose. C'est peut-être une bulle, mais c'est pas un hasard que ce soit Tesla et le Bitcoin. C'est ça qui est intéressant. Et pour Tesla, c'est quand même la seule entreprise au monde qui fait rêver. Parce que c'est pas la seule, mais enfin, en tout cas, c'est... Qu'est-ce que nous promet Elon Musk de voyager dans l'espace? Alors, c'est pas Tesla qui voyage dans l'espace, s'il envoie une voiture dans l'espace. C'est lui, parce que on a ce débat. Il incarne Tesla aussi. Donc voilà. Et puis effectivement, tout à l'heure, vous montriez des tweets de sa manière de communiquer qui est quand même assez amusante. Et puis voilà. Il tweet quasiment presque autant que Donald Trump quand il tweetait. Il est l'homme le plus riche du monde. Donc bon, voilà, c'est lui en fait qui incarne aussi son entreprise, ses entreprises. Mais voilà, le lien entre SpaceX et Tesla, c'est Elon Musk qui le fait. Et en fait, il invente, là aussi, le monde de demain. En fait, les GAFAM sont presque... effectivement, ils dépassent Facebook, mais Tesla, c'est beaucoup plus moderne que Facebook, c'est beaucoup plus moderne que Google, c'est beaucoup plus moderne qu'Amazon, même d'une certaine manière. Puisque ça crée, quelque part, un fantasme qui est celui d'avoir un véhicule. On sait en plus la charge émotionnelle que porte l'automobile. Oui. En même temps, c'est quand même de l'industrie, c'est quand même de l'automobile, ça a un siècle. Je vous rappelle Roland Barthes qui expliquait que c'était la cathédrale du monde moderne, l'automobile, en parlant de la déesse. Donc il y a cette mythologie de l'automobile en plus. La bagnole. Donc il réinvente ce mythe-là. Et en plus, lui incarne effectivement par sa posture d'homme d'affaires original, qui est capable de faire plein de trucs. Hein. Il ne fait pas comme Jack Ma, il n'en est pas à faire de la chanson, de la comédie et tout, mais enfin, c'est pas loin. Il y a presque ce côté d'aventure. Voilà, c'est un aventurier. Et je pense que d'une certaine façon, tous ces combats répondent un petit peu à la même manière que le succès du Bitcoin, à ce besoin de projet, voilà, d'une nouvelle ère où on va rêver enfin à autre chose que ce dont on rêvait dans la période qui se clôture jusqu'à présent, avec effectivement la modernité galopante, triomphante. Là, c'est autre chose. On va aller dans l'espace, on va travailler autour d'une voiture qui va être entièrement électrique et qui pour autant va fonctionner. On réinvente ce monde. Ça fait partie des architectes du nouveau monde Elon Musk. Manifestement, effectivement. Alors, d'un côté, on comprend que ça fasse rêver, on comprend que ce soit un truc peut-être aussi, je sais pas, générationnel en partie. La transcription de ce rêve en dollars sonnants et trébuchants, pour le coup, interpelle quand même. L'idée que... si on revient sur la bourse, le Bitcoin c'est un peu pareil. La bourse c'est pas forcément la valeur d'une entreprise à un temps T, c'est juste quand on achète une action en bourse comme quand on achète du Bitcoin, c'est juste parce qu'on pense que ça vaudra plus cher demain. On s'en fout à la limite de la valeur. C'est juste que comme c'est mouvant, traité tous les jours, il y a une espèce de mouvement parfois moutonnier. Aujourd'hui, que ce soit dans les grosses valeurs technologiques ou que ce soit dans les crypto-monnaies et notamment le Bitcoin, les gros investisseurs classiques, ce qui a nourri l'envolée du Bitcoin, dit-on, depuis 2-3 mois, c'est notamment tous les gros investisseurs institutionnels, les BlackRock, les machins, qui disent il faut un petit peu de Bitcoin dans un coin, que comme ils gèrent des sommes absolument incroyables, ça entraîne des déplacements financiers absolument colossaux. Si vous prenez votre casquette de banquière, là, je vais vous embêter, mais en fait, je ne vous embête pas, de justement la vision de monnaie qui n'en est pas une. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on a l'impression que c'est
C'est le monde de la finance ou c'est autre chose, ou un nouveau projet de société? Enfin, c'est le monde de la finance dans lequel vous évoluez. Encore une fois, je vous demande. Ou c'est un autre monde pour aller aussi loin, voire un peu plus loin que ce qu'évoquait Thomas Jamais, ce type de... Pour le Bitcoin, Plus pour le Bitcoin que sur Tesla. pour le Bitcoin, j'aime bien cette idée que ça porte un projet. Ouais. Et toute la question, on va dire, qui agite le monde de la banque et des banques centrales et de la finance en général, c'est est-ce que ça va devenir une vraie monnaie sur laquelle on peut véritablement compter? Sachant que toutes les banques centrales sont en train de mettre au point des monnaies digitales, que ce soit les Chinois, les Américains, les Européens. Donc, c'est clair que ça bouge, que ça bouscule. À ce stade, on va dire, nous, en tant que, enfin, je vais dire, non pas académiciens, mais voilà, banquiers financiers, ça ne nous paraît pas une alternative, on va dire, viable à l'euro sonnant et trébuchant, parce que le Bitcoin n'a pas encore toutes les caractéristiques d'une monnaie de réserve sur laquelle on peut compter. Après, effectivement, si on conçoit le Bitcoin comme un projet... C'est vrai que j'ai un peu de mal, à rattacher son évolution à la question de la politique monétaire. C'est peut-être plus pour Tesla, parce que les volumes sont plus importants. Et le Bitcoin, si on multiplie le nombre de Bitcoins, puisque c'est quelque chose de fini par le cours, on a dépassé, hier ou avant-hier, les 1000 milliards. Donc on est quand même, ce que les Américains appellent le trillion, donc on est quand même sur un truc qui commence à peser lourd. Et si ça s'effondrait, ce serait 1000 milliards d'argent qui appartient à des gens. Qui disparaîtrait. Quand donc même. Le fait est que les fluctuations restent absolument colossales. Et c'est pour ça qu'on ne le considère pas pour le moment comme quelque chose, on va dire, de fiable, une monnaie dans laquelle il faut quelque chose de stable. Beaucoup trop de fluctuations pour respecter avoir les habits d'une monnaie. Alors après, est-ce que c'est une bulle ou pas? Je suis incapable d'en juger. Qu'est-ce qui pourrait dégonfler cette bulle? Parce que pour le coup... je vais enlever mes lunettes roses. Une bulle, ça éclate. Enfin, à mes yeux, forcément, une bulle, un jour ou l'autre, ça éclate. C'est pour ça qu'on l'appelle bulle. Voilà. Et là, toute la question, nous aussi, qui nous agite, c'est qu'est-ce qui pourrait déclencher l'éclatement. Je ne sais pas si sur les marchés boursiers en général, Qu'est-ce qui serait l'aiguille qui ferait péter le house range de réaction de Elon Musk à tiens, je suis l'homme le plus riche du monde. Alors, c'est au cours de bourse près, donc voilà, ça peut là, c'est du classement quotidien compilé par Bloomberg en fonction des évolutions des cours des actions au jour le jour et même heure par heure. Le house range de réaction, comment vous l'interprétez, comment vous le jugez, l'analysez, le percevez? C'est un acte presque de comédien. Il incarne une modernité jusque dans sa manière de s'exprimer directement sur son fil Twitter. En répondant d'ailleurs, ce qui est assez amusant si vous le suivez sur Twitter, c'est qu'il rentre dans des conversations de gens qui parlent de sujets totalement anonymes. Oui. Donc il fait partie effectivement de cette nouvelle génération de patrons aussi. On se demande quand est-ce qu'il travaille sur Tesla et sur SpaceX et sur Neuralink, etc. Quand on voit la quantité de temps qui passe manifestement sur Twitter. Alors il a sûrement un cerveau qui va plus vite que le nôtre, mais il a quand même que deux bras. Oui, mais après c'est des sortes de génies, ces personnages. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'ils communiquent beaucoup plus sur SpaceX que sur Tesla. Sur Twitter, il parle tout le temps de SpaceX. Parce que je pense qu'effectivement son vrai fantasme à lui, d'ailleurs il l'a dit, je crois, qu'il voulait être enterré sur Mars. Même que lui voulait être enterré sur Mars. Donc, et il dit beaucoup de choses. Après, est-ce qu'il le fera aussi, un peu comme tout à l'heure cette idée effectivement très généreuse de dire dites-moi où je donne mon argent, etc. Il a annoncé qu'il donnerait la moitié de sa fortune. Tout pour dire juste après, je vais attendre un peu que tout ça soit stabilisé, et on verra dans quelques années. Il a, je crois, même parlé de 10 ou 20 ans. Donc voilà. Bon, après, c'est encore une fois, je pense, une posture qui sert son business. Encore une fois, si on le compare à tous les autres grands patrons du monde, historiques, Bill Gates, même Jeff Bezos, etc., il incarne un côté beaucoup plus rock'n'roll. C'est un projet différent, et je pense que ça fait beaucoup plus rêver, et que c'est porteur d'un projet, et que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un chef d'entreprise qui faisait rêver, voilà, d'une certaine manière, avec la tête dans les étoiles, et puis en même temps, là en plus les poches pleines d'argent pour inventer plein d'autres projets derrière. Donc je ne sais pas où on va l'arrêter, mais je pense qu'on n'en a pas fini avec Elon Musk. Bon, on verra si ces débuts ne font pas pour Elon Musk la valorisation boursière de ses activités, notamment Tesla et puis le Bitcoin également. On verra si c'est une bulle, puis on verra quand est-ce qu'il y aura une aiguille pour éventuellement la percer. On va terminer l'émission, il nous reste 4 minutes, on va balayer un ou deux sujets pour terminer, rien à voir.
On va commencer par, on va revenir, on a évoqué le vaccin, on va y revenir d'une manière détournée par l'Angleterre. Regardez ce papier, c'était hier dans l'Independent, enfin bref, c'est une information d'Angleterre. Les pharmacies high street, c'est-à-dire des rues, enfin les pharmacies classiques, vont proposer le vaccin Covid à partir de la semaine prochaine. On pourra donc aller... pas besoin d'appeler un numéro de téléphone, un centre dédié, blabla. Ce sera, il y a une photo de Boots, hein, c'est la principale chaîne de pharmacie. On trouve ça partout à Londres et en Grande-Bretagne. Vous réagissez comment, Thomas ? C'est incroyable, hein, c'est le pragmatisme britannique, ce dont on est incapable, je pense, en France. Et en plus, Boots, c'est même pas des pharmacies, hein, c'est presque plus proche de Sephora que des pharmacies. Oui, il y a un peu de tout, quoi. Oui. Donc, c'est une sorte de grande surface avec des produits médicaux. Oui, il y a du paramédical, du médical. Du parfum, voilà. vous avez de tout, des savons, etc. Donc, en fait, ça me fascine, moi, toujours, hein, cette différence culturelle, alors qu'on n'est qu'à quelques encablures de la Grande-Bretagne. Le fait qu'on soit incapable de faire ça en France, je suis épaté. Et je trouve que c'est évidemment la direction qu'il faut prendre. Mais je trouve cette information dingue parce que on nous dit tellement que c'est compliqué. En fait, c'est très simple. Voilà, il suffit. Non, mais surtout, c'est le même vaccin. On est à peu près. Exactement. Après, on sait pas. On verra au bout du compte qui a raison. Pragmatisme, nous dit Thomas. Pragmatisme, mais en fait, je rebondis sur. On nous dit que c'est compliqué, mais cette information m'amène quand même à me poser la question comment ils vont faire, parce que les vaccins qui sont aujourd'hui disponibles suppose des conditions de conservation quand même très particulières. Donc ça veut dire que les pharmacies sont équipées des fameux super congélateurs ou je sais pas quoi. Donc. Ah non, après il y a les 5 jours de conservation. À logistique. Il y a quand même une logistique particulière à assumer. Alors est-ce qu'en France on Non, puis il y a le vaccin, il n'y a pas que les deux vaccins. Il y a le vaccin AstraZeneca qui, lui, se conserve. Les Anglais, ils ont approuvé le vaccin AstraZeneca, c'est pas vrai, encore c'est vrai qu'ils ont un temps d'avance sur nous. C'est peut-être celui-là dont on... c'est même celui-là, parce que to buy the Oxford vaccine, pardon. Oxford vaccine, c'est le... Donc on a l'explication à la partie logistique qui, a priori, est quand même un peu compliquée pour les autres, Pfizer et Moderna. Mais à la limite, en France, comme on a commencé l'émission sur un ton optimiste, on pourrait imaginer qu'en France aussi... parce que les pharmacies ont déjà été sollicitées face à la Covid-19. Les vaccins contre la grippe, on peut les faire aussi en pharmacie. On peut très bien imaginer qu'un jour ou l'autre, alors peut-être pas à très court terme, que les pharmacies en France soient également habilitées à vacciner contre la Covid-19. Et le fait est que ça serait... un avantage logistique très important, parce que la pharmacie, c'est facile d'y aller. Alors après, il faut gérer l'afflux, etc. Donc ça pose énormément de questions, mais c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, de pouvoir... Allez, très vite, rien à voir. Juste une petite réaction ce matin. On s'est probablement tous plus ou moins réveillés en écoutant la radio. On nous a dit qu'il ne fallait pas consommer trop d'électricité aujourd'hui. Hier soir, RTE a fait un tweet. Demain, 8 janvier, notre consommation d'électricité sera trop élevée. Alerte rouge, c'est nouveau type d'alerte rouge dans une nouvelle procédure. Pas de coupure prévue, mais adoptons les bons gestes pour éviter... Vous vous êtes dit quoi en entendant ça ou en lisant ça dans le journal ce matin? Je dis, oula, tiens. Je pense qu'il faut. C'est pas moins 20 non plus. Hein. Non, mais voilà, il faut. Non, mais je pense qu'il faut être conscient d'un certain nombre de changements à adopter. Ça fait partie des points d'alerte, et je pense que c'est essentiel effectivement d'être vigilant sur sa propre consommation. C'est des messages qu'on n'entendait pas avant, des messages qu'on entend de plus en plus. Oui. En même temps, on savait pas qu'on était fragile en termes de production d'électricité dans le pays. Il y a ça, et puis il y a le jour où on a dépensé toutes les ressources de la planète, plus prévues. En général, c'est plutôt au mois de mai ou juin, je crois, je sais plus, même avant d'ailleurs. Donc on dit la planète vit à crédit. Là, c'est pas pour ça, hein. C'est juste attention, parce que sinon on ne sera pas capable de produire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que tout ça est quantifié, ça fait partie de la prise de conscience, donc c'est utile. 10 secondes pour conclure. Hélène, sur ce sujet ou pas? Vous n'avez pas d'avis? Il y avait eu des alertes en fin d'année, me semble-t-il, justement. Oui, on avait dit que c'était pour février. Sur le système sur la production qui était un peu sous tension du fait d'opérations de maintenance et tout ça. Donc on n'est pas à pleine capacité. Vous mettez ça, plus le froid, plus beaucoup de télétravail. Et effectivement, ça amène à un moment, à une époque, on était quand même les champions de l'électricité dans ce pays. Donc moi, je me dis que ce n'est pas un très bon signe. Allez, peut-être qu'on en parlera une autre occasion. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Très bon week-end à vous. À lundi.